Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans votre cabinet de formation virtuel en QHSE Kingdom. Je rappelle, comme toujours, que le cabinet est à votre disposition afin de vous accompagner dans la mise en place de vos systèmes de management QHSE. Et comme d'habitude, aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur une des exigences de base de la norme ISO 9001-2015. Que vous soyez manager QHSE, responsable QHSE, responsable QHSE stagiaire ou étudiant, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Soyez sûr, vous allez acquérir d'énormes choses. Qui dit norme dit certification. Et pour être certifié, il y a une personne nommée auditeur qui vient vérifier si effectivement vous êtes conforme à cette norme ou pas. Et votre rôle à vous, c'est de lui donner les preuves qui prouvent effectivement que vous êtes conforme. Dans la majorité du temps, ces preuves sont des documents. D'où la problématique qui est apparue depuis l'apparition de la notion de la qualité, qui est la lourdeur documentaire. On se trouve en tant que responsable qualité face à une multitude de documents qui sont accumulés dans notre bureau. Et là, rien n'explique que ces documents ne soient pas organisés selon des normes de la qualité. D'où l'exigence de la maîtrise documentaire en entreprise qui figure dans la norme ISO 9001-2015 afin d'organiser tout ce qui est gestion documentaire en entreprise. Avant de commencer, j'aimerais bien vous donner un aperçu sur le contenu de cette vidéo pour que vous ayez une idée avant que l'on attaque. Cette vidéo va contenir les types des documents pouvant exister dans une entreprise. Nous allons parler ensemble des documents maîtrisés, des documents non maîtrisés, mais aussi de la maîtrise des documents internes comme de la maîtrise des documents externes. Puis, je vais traiter avec vous tout ce qui est élaboration, approbation, révision des documents et gestion des modifications. Par la suite, je vais détailler avec vous la codification et l'identification des documents pour arriver à la phase de diffusion des documents, puis à la phase de l'archivage des documents et leur destruction. Finalement, je vais traiter avec vous, et comme d'habitude dans toutes mes vidéos, une mise en situation. Ça veut dire que je vais vous donner des exemples pratiques de gestion documentaire en entreprise. Dans la majorité de mes vidéos, je traite une entreprise virtuelle qui s'appelle Xarl. C'est une entreprise de production des fraises sur laquelle je me base pour donner des exemples pratiques de tous les sujets que l'on traite ensemble. Quels sont les types des documents qui peuvent exister dans une entreprise? On parle politique, processus, procédure, instruction, manuel, formulaire, enregistrement. Et nous allons voir les définitions de tous ces types de documents tout de suite. Et finalement, inventaire. Je vous donne brièvement les définitions de ces documents. La politique, comme on l'a vu dans l'ancienne vidéo relative à la politique, c'est l'engagement de la direction en matière du système de management de la qualité. Le processus, c'est un système d'activité qui utilise des ressources pour transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Procédure, c'est un document qui explique la manière spécifiée d'effectuer une activité
ou un processus. C'est en fait un ensemble de règles écrites propres à une activité. C'est quoi une instruction? On parle de procédure au haut niveau, si on veut dire. Ça veut dire au niveau des ingénieurs, au niveau des managers, etc. Si nous parlons au niveau collaborateur, niveau ouvrier, niveau agent, on parle d'instruction. Instruction, c'est généralement quoi? C'est une simplification d'une procédure d'une manière brève, simple et claire, et qui est la majorité du temps plus pratique. Le manuel, c'est quoi un manuel? C'est un document qui décrit le système de management d'un organisme. Le formulaire. Un formulaire, c'est un document utilisé pour collecter des données de manière structurée. C'est généralement un tableau qui contient des informations que nous devons renseigner. Un enregistrement, c'est le formulaire après son renseignement. L'inventaire, c'est une liste exhaustive d'éléments matériels ou immatériels. Je vais vous donner des templates de quelques documents de ceux qu'on vient de voir parce que les autres sont ont des templates simples. Le template d'une fiche processus, c'est comme suit. La fiche processus, c'est un document qui donne une description détaillée du processus. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, il y a une vidéo que j'avais déjà diffusée qui traite la démarche processus en globalité. Vous pouvez la suivre à la lettre afin de comprendre la démarche processus. Mais ça, c'est en général le template du fiche processus. Il contient la finalité du processus, qui est le pilote processus, la famille du processus, quels sont les éléments d'entrée, les principales activités, les éléments de sortie, puis les ressources et moyens, les documents associés et les moyens de surveillance qui sont en général des indicateurs de performance avec leur cible. Je vous conseille quand même de regarder les vidéos relatives à la démarche processus en entreprise. C'est une vidéo pratique qui explique de A à Z la démarche processus en entreprise, y compris la documentation. Le deuxième document dont je vais parler, c'est la procédure. La procédure, en général, c'est un document normal qui contient l'objet et le domaine d'application, les responsabilités, les documents associés, définitions et le plus important, c'est le logigramme. Le logigramme, il est de la sorte, il contient l'ensemble des tâches qui font partie des activités dans le cadre de cette procédure et il est fait selon un langage précis. Par exemple, là, sur la partie vérifier s'il est validé, c'est un si. Lorsqu'on a une condition, on utilise cette forme, etc. Donc, le logigramme, il est très intéressant dans une procédure afin d'exprimer la succession des activités et des étapes dans une procédure. Comme on a vu dans le planning de la présentation, on a vu qu'il y a des documents maîtrisables et des documents non maîtrisables, ou des documents maîtrisés et d'autres qui ne sont pas maîtrisés. La question qui se pose, est-ce qu'il existe des documents que l'entreprise peut s'exempter de maîtriser? Eh bien oui, les documents maîtrisés sont les documents établis en interne et les documents externes tels que manuel, fiche processus, politique, procédure, enregistrement, instruction, ainsi que les documents dont la maîtrise est exigée par les normes standards internationales. Si une norme standard nous exige qu'un document type X doit être géré et maîtrisé. Et bien entendu, chaque entreprise a le choix de décider quel type de document elle maîtrisera et quel type de document elle ne maîtrisera pas. Mais il faut qu'elle ait
une raison convaincante à présenter à l'auditeur. Pour les documents non maîtrisés, donc au sein d'une entreprise, quelques documents peuvent ne pas être l'objet d'une maîtrise. Et ces documents sont des documents qui ne présentent pas un impact sur le client et qui n'induiront ni l'entreprise ni le client en erreur. Ça veut dire que ce sont des documents dont la non-maîtrise n'engendre pas de problème au niveau de l'entreprise comme avec ses parties intéressées. Je suis sûre que vous vous êtes posé la question, oui, on parle de maîtrise des documents comme de la non-maîtrise des documents, mais c'est quoi effectivement cette maîtrise et comment elle se fait en interne? Je vais vous présenter le scénario de la gestion des documents en interne qui est composé de plusieurs étapes. Première étape qui se fait en général au sein d'une entreprise, c'est qu'il y a un document qui est présenté par l'émetteur, approuvé par l'hiérarchie concernée. Ça veut dire qu'il y a un département au sein de l'entreprise où un collaborateur au besoin à créer un document. Bien entendu, ce document est validé par sa hiérarchie. Deuxième étape, après que cette personne présente ce document au responsable QHSE, bien entendu, ce dernier doit le codifier ou charger une autre personne qui lui est subordonnée à le codifier. Donc, on dit codification pour de nouveaux documents. Ça veut dire nous avons un nouveau document qui n'a jamais été créé. Il doit avoir un code dans le système documentaire de l'entreprise. C'est comme ça que se fait la gestion documentaire. Chaque document a un code. Rien n'est anarchique, rien n'est arbitraire. Si le document a été déjà créé, il sera mis à jour. Et là, on parle de la mise à jour de la version. D'accord? Donc, chaque document a une version. S'il est nouvellement créé, il aura la version 0. Si c'est un ancien document qu'on vient de mettre à jour, il aura une version qui est 1, 2, 3 ou 4 selon l'ordre. Parfait. Maintenant, nous allons passer à la partie élaboration, approbation et révision des documents. Lorsqu'on parle gestion documentaire, ça veut dire qu'il y a des documents qui sont créés, comme on vient de le voir, qui sont approuvés par la suite parce qu'il y a une hiérarchie qui doit approuver et puis réviser parce que ces documents vont bien sûr s'adapter au contexte, s'adapter à l'actualité, etc. Du coup, tout document créé par un collaborateur doit être examiné et approuvé par son supérieur hiérarchique avant utilisation et diffusion. Par la suite, il y a le responsable QHSE qui se charge de la codification ou de la mise à jour et l'intégration dans la liste des documents. Et finalement, après codification, on parle de la diffusion. Ensuite, ces documents vont être revus et cette revue se fait en général à fréquence annuelle. Par qui? Par le créateur du document, bien entendu en collaboration avec le responsable QHSE pour la mise à jour de la version. Parfait. La question qui doit se poser, c'est comment codifier un document? Là, il y a des exemples de codification selon le type
du document. Par exemple, alors il n'y a pas une méthodologie précise que le responsable QHSE est obligé de suivre. Non, chacun choisit sa propre méthodologie à condition qu'elle soit logique et qu'il y ait une procédure bien correcte et bien faite à suivre pour codifier l'ensemble des documents. Par exemple, pour le document politique, il peut être codifié PXY3Z. Que signifie le P? Le P réfère à la politique, la première lettre de politique. XY, il réfère aux deux premières lettres du thème de la politique. Si la politique est une politique qualité, ce sera QA parce qu'on a choisi les deux lettres du nom qualité. Si c'est environnement, on choisit la lettre EN, ça veut dire environnement, les deux lettres de environnement. Si c'est SE, ça veut dire sécurité. Et les trois termes ZZZ réfèrent à la version dont on vient de parler. La version, c'est quoi? C'est une incrémentation d'un nombre qui commence par 1 et se termine par 999. Quand le nombre 999 est atteint, on passe à une incrémentation de 4Z qui commence de 000 jusqu'à 9999. Ce détail, il est très intéressant. Il peut vous paraître évident et très très répétitif et ça prend beaucoup de temps, mais c'est très intéressant parce que lors de l'audit, l'auditeur il pourra vous poser la question: mais c'est quoi cette affaire de version? Comment vous faites ces numéros de version? Vous allez lui expliquer et la chose va vous paraître évidente, mais il va vous dire que n'importe quel élément que vous utilisez pour codifier votre document doit exister dans votre procédure de gestion documentaire. Donc, chose très très essentielle dans les audits, c'est que vos documents soient très très collables avec la réalité de votre système. Une chose que vous faites, il va falloir la documenter, si bien entendu c'est exigé dans la norme. Du coup, le code de notre politique qualité de XARL sera PQA 001. Pour la fiche processus, c'est 3X, 3Y, 3Z. Alors les 3X, c'est le code du type du document. Pour la fiche processus, par exemple, pour XARL, ce sera PRC. D'accord? Référent à processus. Les 3Y, c'est l'abréviation du département. Par exemple, pour le département qualité, ce sera SMQ, référent à un système de management de la qualité. Et les 3Z, comme pour la politique, ils réfèrent à la version de la même manière. Du coup, la codification de la fiche processus, moi j'ai choisi le processus contrôle qualité, sera PRC, référent à processus, SMQ, référent au système de management de la qualité, et 001, référent à la version. Pour les procédures, ce sera PRO, référent à procédure, SMQ au département, et 001 à la version. Ceci, c'est pour la procédure d'échantillonnage du processus contrôle qualité. Pour l'instruction, l'exemple, c'est pareil. Donc, ce qui change, c'est juste la codification, le code du document. Pour l'instruction, c'est IST, qui réfère à instruction. Et toujours dans le département SMQ, on parle maintenant instruction d'échantillonnage aux agents qualité. Les agents qualité doivent échantillonner. Il y a une procédure d'échantillonnage au niveau ingénierie, au niveau management, mais au niveau agent qualité, il y a une chose, terrain, facilité qui est l'instruction. Ici, on la codifie IST SMQ 001. Pour le formulaire, nous avons 3X, 3Y, 3Z. Le formulaire que l'on va codifier, c'est le formulaire de conformité de l'échantillon contrôlé qui sera codifié FR SMQ 006. FR réfère à formulaire, SMQ bien sûr au département qualité et 006 c'est la version.
Et finalement, l'inventaire. L'inventaire, on a dit que c'est une liste de matériel. L'inventaire que l'on va codifier dans le cadre de XARL, c'est l'inventaire du matériel laboratoire. IVT SMQ 001 et bien entendu IVT réfère à inventaire. Chose très intéressante dans l'ensemble de la documentation qualité. Tout document qui fait partie de votre système de management de la qualité devra être identifié. Et l'identification se fait en général comme suit. Le document doit contenir son code, par exemple pour le document enjeu externe de XARL qu'on a traité dans l'ancienne vidéo relative au contexte de l'organisme, doit être codifié FR SMQ 002. On note sa version. La version, elle est très importante. Pourquoi? Parce que l'auditeur, il est très pertinent par rapport à la version pour savoir si vous utilisez les bonnes versions et les versions mises à jour et actualisées. Et finalement, la date. La date que vous mettez, c'est la date de la dernière mise à jour. Une exigence de base dans la norme ISO 9001-2015, c'est la gestion des modifications. C'est un terme qui paraît un petit peu compliqué, mais c'est vraiment très simple. Lorsqu'on parle gestion des modifications, on parle historique du document. Ça veut dire que chaque document doit contenir, en plus de son identification que l'on vient de voir, il doit contenir cet historique dans la même page ou dans une deuxième page qui contient le code du document, sa version, sa date et son motif. Donc, par exemple, pour ce document FR SMQ 002, la version du document, c'était la première version, la date, c'était le 28/5/2023 et le motif, c'était la création du document. Après, ce document, il a été mis à jour dans le cadre de la revue annuelle du contexte de l'organisme, qui est le motif. Il va falloir spécifier la date de révision, qui est le 28/5/2024. Et bien sûr, on garde le même code. La gestion des modifications est hyper importante dans votre système documentaire. Continuons notre scénario de gestion des documents internes. Après les deux premières étapes qu'on vient de voir, il y a la troisième étape qui est la diffusion du document et la quatrième étape qui suit qui est la mise à jour de la liste des documents. La diffusion. Comment se fait cette diffusion des documents au sein de l'entreprise? C'est la question sur laquelle je vais répondre à travers cette diapositive. Les documents sont diffusés à leur création et codification ou à leur mise à jour aux collaborateurs concernés. Donc, s'il y a un document, un formulaire qui concerne un département et pour lequel il y a plusieurs collaborateurs qui sont concernés, ces collaborateurs seront contactés à travers un mail afin de leur diffuser ce document. Ou bien entendu, autre interface de communication interne de la part de la personne chargée de la codification. Si cette personne est le manager qualité, c'est bien, ou peut-être une personne qui est mandatée de la part du manager qualité pour codifier. Donc, c'est lui qui va le transmettre à l'émetteur du document, la première personne qui a créé ce document. Puis, ce dernier va le transmettre aux collaborateurs concernés dans son département. Donc, c'est comme ça que ça se passe, la partie diffusion dans la gestion documentaire.
Lorsqu'on parle de la mise à jour de la liste des documents, la question qui nous vient en tête, c'est quel est le contenu de la liste des documents? Tout court, à quoi ressemble cette liste des documents? Donc, la liste de vos documents ressemble à ça. C'est un document comme tous les autres. Du coup, elle doit contenir un code, une version et une date. Là, vous trouvez sur la partie gauche le code des documents. Donc, par exemple, là, nous avons le premier document qui est FR-SMQ 001. C'est un formulaire qui est relatif aux enjeux internes de XARL. Le deuxième, c'est les enjeux externes de XARL. On cite l'emplacement du document. Ici, les documents sont placés dans l'ordinateur du responsable QHSE qui a un dossier OneDrive. Là, on cite la version du document. Par exemple, pour le premier document, c'est la version 1, la date de sa dernière mise à jour, la fréquence de revue, et ça, c'est très important parce que chaque document doit avoir une fréquence de revue. En général, pour XARL, les documents sont revus annuellement, à moins qu'il n'y ait une modification prompte qui n'est pas planifiée, une modification qui est due à une modification d'un contexte ou à un événement. Là, on peut revoir sans respecter la fréquence. Ça veut dire peut-être on peut la revoir à titre semestriel au lieu de annuel parce qu'il y a un événement qui s'est produit. En plus, il y a la partie indexage. Ça veut dire, lorsque le document il est enregistré dans l'ordinateur, quelle serait sa nomination? Donc, pour les enjeux internes et les enjeux internes de XARL, ils seront précédés, le titre du document sera précédé par le code, le nom du document, ensuite l'année. C'est ça son indexage dans votre ordinateur. L'accès et la confidentialité. Pour ce document, la personne qui a accès, c'est le responsable QHSE et le directeur général en lecture et en écriture parce que les enjeux internes et le contexte de l'organisme en général sont établis par le responsable QHSE en collaboration avec le directeur de l'entreprise. Cette partie de accès et confidentialité est aussi une exigence importante à respecter. Le classement. Où est-ce que ce document est classé? Comme on a dit, il est classé dans l'ordinateur de responsable QHSE. Ensuite, on parle d'archivage. Cet archivage, on va en parler par la suite en détail. Le document, lorsqu'il est obsolète, où est-ce qu'on va l'archiver? D'accord? Dans ce cas, il est archivé numériquement dans l'ordinateur du responsable QHSE. Ensuite, le délai de conservation. Ce document est archivé, mais est-ce qu'il va être archivé pendant longtemps? Pendant 10 ans, pendant 20 ans? Et là, on parle de délai de conservation. Ce délai de conservation, il est bien sûr défini par le top management de l'entreprise, bien entendu en collaboration avec les différents chefs de département. Alors, ce document, lorsqu'il est archivé, il est dans quel emplacement? Est-ce qu'il est archivé numériquement dans un ordinateur, comme le cas de ce document en question, ou archivé sur place, ça veut dire physiquement, dans une salle? Ensuite, il y a le mode d'élimination. Ça aussi, on va le traiter dans le cadre de l'étape de destruction par la suite, mais pour ce document des enjeux, il n'est jamais éliminé. Une question logique qui se pose, c'est et si le document est obsolète, que faire dans ce cas? Et là, nous sommes dans la suite du scénario, dans la 5e et 6e étape. 5e étape, c'est l'archivage. 6e étape, c'est la destruction. L'archivage se fait selon des méthodes. Donc, les documents format papier peuvent être archivés dans l'entreprise si elle dispose d'une salle d'archives. Ça, c'est normal parce que l'archivage physique demande et nécessite de la place, nécessite de l'espace.
L'archivage peut aussi être délégué à un prestataire d'archivage qui, lui, sa principale mission est d'archiver. Donc, il a suffisamment d'espace pour archiver ses documents. Et puis, l'entreprise peut procéder à une solution plus économique et plus écologique qui est l'archivage, électronique à travers les systèmes d'archivage électronique qu'on abrège SAE et la gestion électronique des documents qu'on abrège GED. Parlant d'archivage et de destruction, comme je viens de le citer, ça se fait selon des règles. Et là, ces règles d'archivage ne sont pas des règles unifiées. Chaque entreprise a ses propres règles d'archivage ou de destruction. Comme je l'ai dit, ces règles sont réalisées par le top management, la direction générale, bien sûr en coordination avec les différents chefs départements de l'entreprise. Du coup, les documents format papier sont détruits après atteinte de la durée maximale d'archivage fixée par l'entreprise ou parfois par l'entreprise et le client concerné par la documentation archivée. Parce que parfois, les documents archivés sont des documents partagés entre le client et l'entreprise. Du coup, là, nous avons un exemple de règle d'archivage de notre entreprise virtuelle XR. Le document est codifié, comme vous pouvez le remarquer. Et là, par exemple, pour le département finance, les documents sont, par exemple, des factures, des bons de commande. Là, l'entreprise elle a déterminé un délai de 10 ans afin d'archiver afin de conserver ces documents. Ça veut dire que ces documents seront archivés pendant une durée de 10 ans. Pour très bien expliquer les choses. Donc, nous avons des factures, des bons de commande qui ont fait l'affaire pendant une certaine durée. Les factures ont été payées, etc. On les garde chez nous pendant un certain temps. Puis ensuite, ces documents ont besoin d'être archivés parce que c'est bon. On a terminé le travail avec. Le délai d'archivage, ça veut dire la période pendant laquelle ces documents vont être archivés, a été déterminé par l'entreprise en 10 ans. Très bien. Où est-ce que ces documents seront placés? Ils seront placés dans la salle d'archives. Enfin, XAL, elle a suffisamment d'espace. Ils ont une salle d'archives dans laquelle ils vont archiver ces documents pendant 10 ans. Et pour le mode d'élimination, ici, c'est le broyage. Donc, ils font appel à un prestataire externe pour faire le broyage de ces documents. Pour la destruction, il est à savoir qu'il y a plusieurs méthodes de destruction que l'on va voir par la suite. On va prendre le dernier exemple qui est celui du département RH qui ont bien sûr comme document principal les dossiers du personnel. Il n'y a pas de délai d'archivage. L'archivage, il est permanent. Il se fait dans la salle d'archives et il n'y a pas d'élimination parce que pour le département RH ici, la conservation du dossier du personnel est très intéressante parce que on peut en avoir besoin en n'importe quel moment. Maintenant, on est arrivé dans la phase des méthodes de destruction des documents. Donc, les méthodes de destruction des documents, pour les méthodes archivées numériquement, sont tout simplement détruites par suppression. On ne fait que supprimer le document sur l'ordinateur et c'est bon. Pour les documents format papier, peuvent être par exemple déchiquetés, broyés ou brûlés. Maintenant, comment se maîtrisent les documents externes? Puisqu'on a parlé de la maîtrise des documents internes, il est maintenant le temps de parler de la maîtrise des documents externes. Et là, pour
Pour les documents externes, l'entreprise a le choix de codifier ou pas ces documents. Donc, nous avons un document qui vient de l'externe, ça veut dire d'une partie intéressée, on va dire peut-être un document des assurances, peut-être un document de la part du client, un document de la part des banques. L'entreprise a le choix de codifier ou pas codifier le document. C'est son choix à elle. Les documents externes sont gérés, bien entendu, selon leur nature et leur type, et selon aussi les exigences du client. Est-ce que le client a des exigences particulières par rapport à ce document? Troisièmement, il y a quelques documents qui peuvent être gérés de la même façon que les documents internes. Je parle bien entendu de documents externes. Ça veut dire peut-être pour quelques documents, si l'entreprise a fait le choix ou la décision de les gérer de la même façon que les documents internes, c'est parfait. Et finalement, comme il y a une liste pour les documents internes, une liste aussi est exigée pour les documents externes. Et c'est très important aussi. Chose à ne pas négliger. Les documents externes doivent eux aussi avoir une liste, même s'ils ne sont pas codifiés. Notre vidéo touche à sa fin. Donc, cette vidéo, comme on vient de le voir, traite la partie documentaire, la partie gestion documentaire, qui est hyper importante. Si vous présentez un document comme preuve à l'auditeur, mais que ce document n'est pas maîtrisé, soyez sûr que vous vous mettez face à un problème et face à un risque d'observation ou de non-conformité. Du coup, dans la mise en place de votre système de management, tâchez à ce que votre procédure de maîtrise documentaire soit très précise et très correcte et très bien appliquée au sein de votre entreprise. Alors, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Laissez vos questions en commentaire. Passez une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.